Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Carl Bouchard, je suis commissaire au service en français de l'Ontario. D'entrée de jeu, j'aimerais reconnaître qu'on se trouve en ce moment à l'Assemblée législative de l'Ontario, où on se situe sur des territoires autochtones traditionnels de nombreuses nations, dont les Mississauga de Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat. Et cette terre abrite maintenant de nombreux peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Je vous remercie beaucoup. Imaginez-vous, vous êtes une mère francophone et une des pires choses qui peut vous arriver comme parent vous arrive. Votre enfant meurt tragiquement dans un accident de la route. Vous devez faire affaire avec le bureau du coroner de l'Ontario, mais personne ne vous parle en français. Personne ne vous informe de vos droits linguistiques. Vous avez peur de demander des services en français parce que vous ne savez pas si c'est possible. Et vous ne voulez pas vexer personne. Les rares fois où on vous parle en français, c'est par l'entremise d'interprètes, ce qui entraîne des délais. Vous vous débrouillez en anglais, donc vous acceptez souvent, à contre-cœur, de poursuivre en anglais pour faire avancer votre dossier. Vous devez gérer l'impact émotionnel de la situation, faire le lien avec votre famille et comprendre quoi faire avec des informations que vous comprenez plus ou moins. Ce que je vous raconte, c'est l'histoire vécue d'une mère francophone du nord de l'Ontario qui s'est tournée vers nous. C'est notre intervention qui a contribué à ce que la mère puisse obtenir des services en français et comprendre ce qu'elle devait faire. Elle nous a dit « C'est pas évident de traduire tous les mots. Je parle un peu en anglais, mais dans des situations comme ça, j'ai beaucoup de difficultés à être capable de vraiment m'exprimer parce que c'est très émotionnel. Ça affecte aussi les autres membres de la famille qui sont mis de côté parce qu'on ne peut pas avoir de lettres en français. À la suite de notre intervention, les communications verbales et écrites de la part du bureau du coroner avec la mère se sont effectuées en français. Le bureau du coroner de l'Ontario, qui est assujetti à la loi sur les services en français, a aussi procédé à l'analyse de la capacité bilingue au sein de son personnel à travers la province et a revu son offre de services en français pour les familles et pour le public en général. C'est un seul exemple des résultats qu'on a obtenus pour les francophones qui ont fait appel à nous. Et ça, c'est grâce à la résolution des cas. Dans mon rapport annuel 2024-2025 que je vous présente, on a de nombreux autres exemples de cas qu'on a résolus et qui ont un impact concret dans le quotidien des francophones et dans leur vie. Je pense au cas d'une nouvelle maman qui nous a contactés après avoir reçu la carte santé de sa fille de 3 mois qui ne comportait pas de tréma dans son prénom. Son tréma a été retrouvé suite à notre intervention. Je pense à des panneaux routiers, en anglais seulement, qui ont été traduits en français après notre intervention, comme celui qui annonce l'arrivée à Mattawa, sur la route provinciale 17, à la limite ouest de la ville, et celui qui annonce l'entrée d'un cimetière, sur la route provinciale 64 à Alban, dans le district de Sudbury. Je pense aussi aux panneaux d'affichage autour des chantiers de construction de Metrolinx, dont plusieurs ont dû être refaits pour inclure des versions françaises grâce à notre intervention. Par exemple, celui du grand chantier du prolongement de la ligne de métro vers Scarborough. Je pense aussi au processus de sélection des jurés du ministère du procureur général, qui utilisait une adresse courriel en anglais seulement jusqu'à notre intervention, ce qui a abouti à la création d'une adresse bilingue. Et nos interventions règlent aussi des enjeux de longue date. Je pense au Code de prévention des incendies de l'Ontario, qui était disponible en anglais seulement depuis son adoption en 1981 et qui, à la suite de notre intervention dans le traitement d'une plainte, a finalement été traduit et est maintenant disponible en français, entrera en vigueur en janvier 2026. On contribue aussi aux efforts des francophones de l'Ontario pour accéder à des services en français auxquels ils et elles tiennent. Par exemple, en 2023, on a reçu 115 plaintes concernant le refus de la province de financer l'Université de Sudbury, une université désignée en vertu de la loi sur les services en français, ce qui a mis en péril sa capacité à se conformer à ses obligations linguistiques. Nos nombreux suivis rigoureux ont contribué à remettre l'Université de Sudbury sur le chemin de la conformité.
L'université a établi des partenariats avec d'autres institutions postsecondaires et s'est vu octroyer un financement du ministère des Collèges et Universités, de l'Excellence en recherche et de la Sécurité. Ces résolutions-là, ça fait une vraie différence dans la vie quotidienne des francophones de l'Ontario. Le rapport, j'en suis donc très fier. Il met encore une fois l'accent sur les résultats concrets qu'on obtient pour améliorer les services en français en Ontario et pour veiller au respect de la loi sur les services en français. Non seulement notre travail a un impact direct sur la vie des gens, mais il y a également un impact positif sur l'ensemble du gouvernement en rehaussant le profil des services en français et en veillant à ce que la question du respect des droits des francophones soit régulièrement prise en compte et discutée dans les organismes gouvernementaux de l'Ontario. Je remercie donc toutes celles et tous ceux qui nous ont contactés, qui nous ont fait confiance et qui nous ont permis de régler des enjeux qui les touchent directement et qui affectent leur communauté, et souvent les francophones de l'ensemble de la province. Les résultats qu'on obtient viennent de l'attention qu'on porte à la cueillette de faits, aux relations de confiance qu'on établit avec le public et avec les institutions qui sont assujetties à notre juridiction et qui veulent trouver des solutions pour améliorer les services en français. Et le travail continue. Dans le rapport, je reviens sur l'enquête sur la publicité extérieure du gouvernement, unilingue, que j'ai publiée l'an dernier, et dans laquelle j'ai conclu que le gouvernement manquait systématiquement à ses obligations en vertu de la loi lorsqu'il communique en anglais seulement sur des panneaux publicitaires dans des lieux publics. Pour remédier à la situation de façon rapide et efficace, j'ai recommandé au Bureau du Conseil des ministres de produire du matériel bilingue pour permettre de communiquer l'information en même temps en anglais et en français. Ma recommandation est toujours à l'étude par le Bureau du Conseil des ministres. Et entre-temps, les enjeux perdurent. Je continue donc de demander au gouvernement à respecter ses obligations linguistiques dans ce dossier. Dans le rapport annuel, je reviens également sur les garderies francophones qui ont l'obligation d'offrir des services en français, dont certaines ont l'obligation d'offrir des services en français. L'an dernier, on a rapporté le cas d'une garderie francophone qui avait annoncé la fermeture d'une de ses succursales. Notre analyse avait mis en évidence des lacunes dans la connaissance des obligations linguistiques pour la garderie, dans la manière de les respecter et dans le rôle de la garderie, du ministère de l'Éducation et du ministère des Affaires francophones pour veiller au respect des obligations linguistiques. J'ai demandé au ministère de l'Éducation et au ministère des Affaires francophones de rectifier la situation pour veiller à ce que les garderies désignées connaissent et respectent leurs obligations. C'est un dossier qu'on va continuer de suivre avec soin pour assurer le respect de la loi sur les services en français dans un domaine aussi critique que les garderies francophones en Ontario. Je vais terminer mon discours en vous parlant de la recommandation que j'émets cette année, qui concerne la capacité d'exempter certains services de leurs obligations en vertu de la loi. Il y a en effet un règlement pris en vertu de la loi qui permet d'exempter certains services de leurs obligations linguistiques, et ce, dans certains cas très limités. On a traité plusieurs cas depuis 2019 où des services ont été exemptés à tort, ce qui a privé le public de l'information qui aurait dû être fournie en français. Je pense par exemple à une consultation publique sur l'établissement d'un tracé de transport en commun ou la construction d'une tour à logement. Parmi les explications qu'on a reçues pour justifier les exemptions, on nous a mentionné à quelques reprises les coûts et les délais de traduction. Le respect des droits linguistiques ne devrait pas dépendre des coûts, de rapports qualité-prix ou de souplesse administrative. C'est entre autres un enseignement de la décision rendue dans l'affaire de l'hôpital Montfort par la Cour d'appel de l'Ontario en 2001. À l'heure actuelle, il n'existe pas de ligne directrice, ni de processus de validation ou d'approbation pour guider l'application d'une exemption, ce qui mène à des incohérences et ultimement, ce qui prive les francophones d'informations et de services auxquels ils et elles ont droit. C'est la raison pour laquelle cette année, je recommande que le ministère des Affaires francophones établisse un cadre avec des paramètres clairs pour accompagner l'ensemble des organisations assujetties à la loi lorsqu'une exemption est envisagée. Cela dit, à mon avis, on devrait toujours viser la protection et l'accroissement des services en français plutôt que l'inverse. Je vous remercie de votre attention. Je suis maintenant prêt à prendre vos questions. Carl, est-ce que vous croyez qu'il y a eu une utilisation abusive de cette exemption-là? Selon les cas que j'ai vus, oui. Est-ce
Est-ce que vous avez été surpris par la réponse du ministère des Affaires francophones par le fait qu'il n'y avait pas de directive pour les organismes gouvernementaux à propos de ces exemptions-là? Je pense qu'on apprend au fur et à mesure de l'application de la loi sur les services en français, qui a d'ailleurs été modernisée très récemment. Mais quand on parle d'exemption, c'est encore plus important d'être proactif par rapport à la capacité d'encadrer des décisions aussi importantes que de priver le public de l'information auquel il devrait autrement avoir droit. Le règlement lui-même parle de renseignements qui sont très scientifiques ou qui autrement demanderaient l'aide d'un fonctionnaire pour comprendre. Quand on parle de consultation publique sur des choses comme le transport en commun ou l'établissement de tour à logement, c'est pas le cas. Donc, je pense que dans des situations où on se permet de priver les francophones d'informations en faisant appel à une exemption, on doit le faire avec beaucoup de responsabilité et je m'attends à ce que ce soit mieux encadré, oui. Mais quand vous avez appris ça, là, que le ministère n'avait simplement pas émis de directive à ce sujet-là, comment vous avez réagi, en fait? C'est quoi l'émotion du commissaire? J'ai fait une recommandation dans mon rapport pour plus que ça se produise. Je note quand même une baisse du nombre de plaintes reçues par rapport à l'année précédente. C'est quoi votre interprétation par rapport à ça? Je pense que la qualité des cas est très importante. Ce dont j'ai parlé dans mon discours, mais aussi ce qu'on retrouve dans le rapport, c'est que les cas dont on a été saisis ont un impact direct dans la capacité des francophones de pouvoir vivre en français en Ontario, de comprendre l'information qui ont attrait à de la sécurité publique, quand on parle d'affichage sur les routes, quand on parle du code des incendies, quand on parle de choses aussi personnelles que des interventions avec le bureau du coroner de l'Ontario. Donc oui, j'aimerais voir de plus en plus de cas, évidemment, mais je pense que la qualité des cas qu'on a été saisis bénéficie à beaucoup de personnes en Ontario français. Puis j'espère que les gens vont continuer de prendre l'habitude de venir nous voir en plus grand nombre. D'ailleurs, je me suis promené dans plusieurs régions de la province, dans le nord, dans le sud-ouest, dans l'est, pour aller rencontrer les gens dans leur environnement directement. J'ai parlé directement à des milliers de francophones, puis j'espère qu'éventuellement les gens vont continuer de nous garder en tête et de communiquer avec nous. Vous avez mentionné que le gouvernement a justifié certaines des exemptions par un manque de ressources, de personnel. Je ne sais pas si vous êtes penché sur ça, mais est-ce qu'il y a assez de ressources? Est-ce qu'il y a assez de personnel pour la traduction au gouvernement? C'est une question qui appartient au gouvernement de l'Ontario, mais des responsabilités, on doit planifier en conséquence, on doit prioriser les ressources, investir aux bons endroits avec des ressources humaines, la formation. Et ça, évidemment, on en a parlé dans notre premier rapport annuel de 2019-2020, où on a recommandé à l'ensemble des ministères d'avoir un plan de planification pour leur offre de services en français. On nous a dit que ces plans-là sont maintenant en place et donc je m'attends à ce que la planification réfléchisse à ces obligations-là et les ressources qui sont nécessaires pour pouvoir rencontrer les obligations. Une obligation, c'est pas une suggestion. Et les exemptions que le gouvernement, est-ce que c'est des cas où est-ce qu'il fait carrément pas la traduction en français ou on a aussi des cas où la traduction en français arrive, par exemple, en retard? Les cas que j'ai vus jusqu'à maintenant, la traduction n'a pas été équivalente et lorsqu'on a mis un produit à la disposition, ce qui n'est pas dans tous les cas, le produit est un produit qui est un résumé, par exemple, d'un document complet. Et donc, dans des situations comme celle-ci, le service n'est pas équivalent. Il y a probablement des raisons qui peuvent parfois mener à des décisions où on rend l'information sommaire qui est plus utile pour le public à la disposition des francophones. Mais selon la loi sur les services en français, il ne devrait pas exister une différence de service. Et donc, c'est vraiment au gouvernement de s'assurer qu'au fur et à mesure qu'on considère des exemptions, que ce soit un choix justifié. Sur la Laurentienne, ça va faire 4 ans en mars prochain depuis la publication du rapport du commissaire sur les lacunes par rapport à la loi sur les services en français. Il y a simplement 5 recommandations sur 19 qui ont été suivies. Qu'est-ce que ça vous dit sur la volonté du gouvernement de mettre en application ces recommandations-là? Je vois du progrès. Et donc, je suis heureux de voir que dans mon rapport l'année passée, justement, je donnais une mise à jour et on parlait notamment de l'Université Laurentienne qui avait revu son processus décisionnel pour s'assurer que l'ensemble de ses obligations soient tenues en compte lorsqu'il y avait des décisions qui pouvaient avoir un impact sur les obligations linguistiques. Donc, on continue de suivre les progrès qui sont faits, puis je pense qu'on avance, mais évidemment, on ferme les recommandations quand je suis satisfait que les recommandations ont été rencontrées
rencontrés correctement et que les enjeux qu'on a identifiés ne se reproduiront plus. Dans le rapport sur la Laurentienne, on a notamment insisté sur l'importance de la collaboration puis du dialogue ouvert qui doit exister entre les ministères qui sont responsables de la désignation et l'organisation elle-même. Considérer, par exemple, la nomenclature standardisée des obligations pour que ce soit clair pour le public quand on regarde un règlement ou quand on parle à une organisation, de quel service on parle exactement. Donc ça, c'est des enjeux qui sont très importants puis qui nécessitent des réflexions, qui nécessitent un travail pour pouvoir mettre en place les outils nécessaires pour s'assurer que les enjeux ne se reproduisent plus. Et ça, évidemment, chaque 6 mois, on reçoit des rapports de progrès. Puis quand je serai satisfait que l'ensemble des recommandations seront mises de l'avant, j'en ferai rapport publiquement si c'est approprié de le faire. Mais oui. Je ne voudrais pas sous-entendre que vous n'êtes pas actuellement satisfait des progrès. Est-ce que c'est ce que vous dites, que vous n'êtes pas satisfait? Alors, lorsque je ferme une recommandation, c'est parce que je suis satisfait que le résultat mène à ce que la situation ne se reproduise plus et que la recommandation ait été pleinement rencontrée. Entre-temps, ça ne veut pas dire que je ne suis pas satisfait du progrès qui est fait. C'est sûr que dans plusieurs des cas, je m'attendrais à ce que les progrès arrivent beaucoup plus rapidement. Dans mon rapport, par exemple, je vous parle de la publicité extérieure, mon rapport que j'ai déposé l'an dernier. Je vous ai dit qu'il y avait une des recommandations, celle de produire du matériel bilingue, qui était toujours à l'étude de la part du Bureau du Conseil des ministres. Entre-temps, les francophones attendent l'information. Donc, c'est certain que lorsque j'émets des recommandations, c'est parce que l'enjeu doit être réglé rapidement. Puis les francophones qui attendent après leur service sont toujours en train d'attendre. Donc, une obligation, c'est très important qu'on puisse la rencontrer. Maintenant, il y a un travail qui est à faire. Il faut comprendre qu'une administration publique a des responsabilités pour gouverner correctement et doit tenir en compte plusieurs facteurs pour pouvoir mettre de l'avant une recommandation, pour pouvoir pleinement rencontrer sa mise en œuvre. Et donc, évidemment, on continue notre travail de suivi. Mais je m'attendrai à ce que les choses aillent plus rapidement. Oui. Vu qu'on parle de recommandations, là, vous en émettez une dans ce rapport-là. Est-ce que le ministère des Affaires francophones souscrit à la recommandation? J'espère bien, parce que c'est dans l'intérêt de l'ensemble des francophones de l'Ontario de s'assurer que les services qui sont disponibles pour les francophones soient respectés. Et quand on réduit la possibilité, je pense que ça doit être pris avec beaucoup de sérieux. Est-ce que vous leur avez partagé la recommandation? Quand? Est-ce qu'ils vous ont répondu? Le rapport est déposé à l'Assemblée législative depuis ce matin et donc je m'attends à ce que le ministère des Affaires francophones en prenne connaissance puis soit en mesure de réagir. Des fois, la vérificatrice générale elle vient de publier son rapport cette semaine puis il y avait des réponses de la part de chaque ministère pour chacune de ces recommandations-là. Donc, c'est pour ça que je pose la question. On le fait. Alors, évidemment, on entretient des bonnes relations avec le ministère des Affaires francophones qui est au courant des travaux qu'on fait de façon générale qui entrent à la loi sur les services en français parce que c'est dans l'intérêt de l'ensemble des ministères qu'on puisse communiquer là où il y a des enjeux puis qu'on puisse trouver des solutions. Donc, c'est certain que lorsqu'on met une solution de l'avant, c'est une solution qu'on a déjà discutée avec les ministères, discutée avec la fonction publique. Je m'attends à voir, évidemment, des engagements formels de la part des ministères qui reçoivent ces recommandations-là. Et si vous regardez nos rapports d'enquête, c'est un travail qu'on fait généralement où on reçoit en plus la réponse des ministères directement. Mais dans un cas comme le rapport annuel, ça va appartenir au ministère des Affaires francophones de répondre directement à cette question-là. Si oui ou non, ils acceptent la recommandation. J'espère que oui. En parlant du ministère, où en est-on du répertoire numérique que vous recommandiez l'année dernière pour répertorier les organismes francophones? Est-ce qu'on a une échéance là-dessus? Je suis heureux de voir que dans une entrevue, la ministre Mulroney avait identifié le répertoire comme étant un projet qui était très important et on voit du progrès de la part du ministère des Affaires francophones dans l'analyse qui est nécessaire pour mettre en œuvre un répertoire aussi important que celui-là. Pour l'instant, je continue le travail avec l'équipe de suivi pour avoir un engagement ferme de leur part de faire ce répertoire-là. Mais je veux quand même réitérer pourquoi je l'ai mis de l'avant, cette question-là du répertoire. C'est pas fortuit, cette question-là. Il y a plusieurs francophones qui sont venus me voir au fur et à mesure que je vais aller rencontrer dans leur communauté. Quand ils viennent nous voir pour nous poser des questions par rapport à leurs droits linguistiques, lorsqu'ils font des demandes d'information ou qu'ils viennent déposer une plainte chez nous pour savoir si oui ou non c'est des services auxquels ils ont droit. Pour être capable d'utiliser des droits linguistiques, on doit savoir quels sont ces droits-là et où on les trouve. Pour l'instant, c'est plus simple de se trouver un restaurant que de trouver un service en français. Et donc, évidemment, il existe des moyens faciles, numériques, de pouvoir
identifier là où on peut facilement naviguer les services en français dans un environnement minoritaire où le français n'est pas une langue officielle de la province de l'Ontario. C'est donc d'autant plus important d'informer les francophones de leurs droits puis de leur permettre de naviguer facilement un environnement qui autrement est opaque. Vous faites état de beaucoup de cas où vous avez pu aider des francophones, l'accent, le tréma sur la carte de santé de la fillette, par exemple. Donc, clairement, vous arrivez à coopérer avec certaines agences gouvernementales. Mais au niveau ministériel, si vous aviez une note à donner au gouvernement, ce serait quoi cette note? L'important, c'est que quand on est capable de résoudre des cas, on en a résolu plus de 2000 jusqu'à maintenant. J'œuvre au sein du bureau de l'Ombudsman de l'Ontario depuis 2020, ce qui veut dire que depuis qu'on publie des rapports, j'ai travaillé à peu près sur l'ensemble des cas qu'on a résolus. On résout ces cas-là. Pourquoi? Parce que l'appareil, la fonction publique, parce que les organismes qui sont assujettis à notre juridiction sont à la table pour trouver des solutions. Et donc, je pense que ça, c'est très important parce que quand on reconnaît la capacité de pouvoir trouver des solutions puis de travailler ensemble, on agit au bénéfice des francophones de l'Ontario. Je m'attendrais à avoir beaucoup plus de proactivité par contre, pas seulement réagir lorsqu'il y a des plaintes, mais aussi qu'on analyse, qu'on connaisse les responsabilités puis qu'on soit capable de les rencontrer avant même qu'une plainte se produise. Mais évidemment, je pense que le travail qu'on est appelé à faire dans des cas très concrets nous permet d'apprendre, de développer des pratiques exemplaires puis d'éduquer l'appareil public aussi qui souvent apprend en même temps que nous des obligations dues à l'existence d'un service en particulier. Donc les plaintes, les cas vécus des gens, c'est très important. Un des exemples, justement, que vous citez dans le rapport, c'est l'histoire bouleversante de la maman qui a perdu son enfant puis qui a essayé de parler en français avec le coroner. Mais on a appris ce matin que ça s'est passé en 2021. Puis j'étais curieuse de savoir pourquoi on en parle maintenant puis pas il y a 4 ans. Je vous disais tout à l'heure qu'on ferme les cas au moment où je suis satisfait que les enjeux se reproduiront plus. Ça prend du temps à ce que je sois satisfait. Pourquoi? Parce que des services en français, c'est sérieux. L'expérience des francophones, c'est ce qui va souvent déterminer si on va poursuivre dans la direction d'un service en français dans notre francophonie ou non, si la francophonie va être attirante ou non. On fait quelque chose pour les prochaines générations. Donc, quand on s'assure qu'un service en français est offert, quand on ferme un cas, on s'assure que ce qu'on envoie comme message, c'est maintenant, l'expérience devrait être positive. Donc, si vous devez utiliser des services que j'espère pas évidemment dans des situations comme celle-ci, mais si on doit utiliser des services aussi critiques, aussi personnels, aussi délicats que ceux-ci, ben on devrait s'assurer que l'expérience à la clé d'utiliser des services en français ne représente pas un obstacle supplémentaire. Et donc, ça prend parfois du temps avant d'arriver à ce que je sois satisfait que le service maintenant est en place correctement. Ça vous a frustré de devoir attendre justement tout ce temps-là? Je veux dire, c'est 4 ans quand même où la situation est survenue peut-être en 2021, mais on en parle maintenant. C'est 4 ans de peut-être qu'il y en a eu d'autres, des situations comme ça. On est dans une position privilégiée dans un bureau de surveillance où on peut directement avoir un impact sur un cas pour aider quelqu'un. Notre responsabilité, elle est très importante de s'assurer que la personne qui est au centre de cette histoire-là ait une expérience qui rencontre les droits linguistiques que cette personne-là a. Et donc, oui, ça demande un certain temps. Puis, les francophones, entre-temps, lorsque le service n'arrive pas, lorsque ça prend un long moment avant de prioriser, avant d'arriver à une solution, ben rappelons-nous qu'au bout du fil, c'est une personne qui attend pour avoir un service en français. C'est des francophones qui attendent pour avoir une conclusion heureuse pour s'assurer que le service à l'avenir sera disponible en français. Donc oui, évidemment, plus ça prend du temps, plus les francophones attendent. On a tout intérêt à faire preuve de proactivité, puis de s'assurer que les droits linguistiques soient bien communiqués, puis qu'ils soient connus puis utilisés, puis avoir la confiance que l'expérience au bout de la ligne, au bout du compte, sera positive. C'est passé? Est-ce que c'est le commissaire, le coroner qui ne voulait pas collaborer? Je pense que les cas en eux-mêmes sont souvent très complexes parce que la loi sur les services en français touche plusieurs aspects. Puis pour être capable d'offrir un service, on doit considérer plusieurs facteurs. Et donc ça fait partie de l'analyse puis du travail qu'on fait, souvent de façon confidentielle évidemment pour pas brimer la capacité ou la confiance que les gens ont de venir nous voir pour nous partager des histoires très personnelles puis nous permettre d'avoir toute l'information qu'on a besoin pour travailler. Il y a un aspect justice il y a un volet justice du moins dans le rapport. Est-ce que, et vous avez noté quelques améliorations suite à des plaintes. Est-ce qu'il y a des aspects quand même importants sur lesquels vous aimeriez vous pencher et améliorer?
justice Dans le secteur de l'accès à la justice en français, bien évidemment, c'est des secteurs où les francophones sont très vulnérables. C'est comme le secteur de la santé, c'est comme le secteur, on parlait de la garderie tout à l'heure. Donc évidemment, on se retrouve dans des situations où on est très démunis quand on fait face à la justice en français. Donc lorsqu'on fait face à des cours de justice, lorsqu'on fait face à des tribunaux décisionnels, bien évidemment, souvent ça vient avec un stress, ça vient avec une méconnaissance du système. Donc évidemment, oui, je pense qu'on a tout intérêt à garder un lien privilégié avec les organisations sur lesquelles on a juridiction. C'est pour ça que je parlais notamment du cas de la sélection des jurés. Pourquoi? Parce qu'évidemment, lorsqu'on reçoit une lettre pour devenir juré, puis que l'adresse est en anglais, ça n'envoie pas un message nécessairement attirant sur la capacité de pouvoir œuvrer en français. Et donc ça, c'est des situations qui ont un impact direct dans la vie des gens. Lorsqu'on se retrouve devant la commission de la location immobilière, par exemple, lorsqu'on se retrouve dans des situations où il y a une partie de notre vie qui est à risque, de notre liberté. Donc évidemment, oui, il y a beaucoup de travail à faire, mais je suis heureux de voir qu'on a des partenaires qui sont à la table quand même proactifs. Si on regarde le cas, par exemple, de tribunaux décisionnels Ontario, dans le rapport annuel, je fais mention d'un accroissement du nombre d'arbitres qui sont capables d'entendre des cas en français. Donc on voit des progrès, plus on va être capable de travailler pour améliorer cette capacité francophone-là, mieux on va être capable de servir les francophones. Alors oui, il y a du travail à faire, mais évidemment, c'est un travail que nous, on fait de longue haleine en faisant des suivis avec des organisations qui sont à la table pour trouver des solutions. Vous faites aussi état d'un certain nombre de plaintes pour Élections Ontario. Je ne sais pas si vous pouvez comparer, bon, c'est pas chaque année qui est une année électorale, là, mais avec les autres années électorales, est-ce que ça s'est amélioré ou pas du tout? Ce que je peux vous dire, c'est que les enjeux sont récurrents, qui sont dus à plusieurs facteurs, mais mettons-nous dans le contexte. Les élections, c'est une journée. Il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans des bureaux électoraux qui sont bénévoles. Ça vient avec des considérations importantes sur la capacité de recruter, de former, puis d'être capable d'offrir un service en français au bout du compte qui va être satisfaisant. Je suis très sensible aux difficultés. Lorsque ça vient, par exemple, au recrutement de personnel, à la rétention de personnel, parce que souvent, évidemment, c'est ce qui va faire une différence importante dans la vie des gens. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter le travail au fait qu'on est en situation minoritaire, puis parfois, trouver des francophones, c'est difficile. Il existe toutes sortes d'outils maintenant à notre portée, que ce soit pour faire de la formation, que ce soit pour faire du recrutement, de la promotion. Et donc, je pense qu'on doit faire preuve d'innovation puis de créativité, mais certainement que je vois des améliorations et du progrès dans la capacité d'Élections Ontario de pouvoir offrir des services en français qui sont satisfaisants. Certainement une bonne volonté de pouvoir servir les francophones correctement puis déployer les efforts nécessaires pour y arriver. Sur Service Ontario, je comprends que l'enquête est toujours en cours, mais est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de comment ça se passe jusqu'à présent, si vous avez des constatations préliminaires à nous partager? Je ne commande pas évidemment sur des enquêtes qui sont en cours, comme vous l'avez identifié, mais ce qu'on fait, c'est qu'on progresse. Lorsqu'on fait une enquête comme celle-ci, on avise les ministères qu'on va enquêter. Ensuite, on demande l'ensemble des documents qui sont pertinents à notre enquête. Dans ce contexte-ci, c'est les services de première ligne en français dans les bureaux de Service Ontario. On fait des entrevues avec les gens qui offrent ces services-là, qui gèrent des bureaux, qui travaillent au ministère. On se rend directement voir différents endroits pour constater nous-mêmes de l'offre de services en français puis de la réalité de ces organisations-là. Donc, on fait un travail qui est très important. Ce travail-là se poursuit, va bien, puis j'ai bon espoir que très rapidement, on pourra avoir un rapport que je pourrai présenter. Parce que je pense que lorsqu'on fait des enquêtes qui sont aussi importantes puis qui touchent les gens aussi directement, on a tout intérêt à être capable d'informer le public et les organisations de façon rapide de leurs obligations, de nos constats et de nos recommandations pour améliorer l'offre de services en français pour le bénéfice de l'ensemble des francophones de l'Ontario. Donc, évidemment, on travaille à un rythme qui est soutenu, mais qui va mener à des résultats qui, j'espère, sortiront très rapidement. Est-ce que vous avez un échéancier pour le... J'associe pas d'échéancier aux enquêtes. Pourquoi? Parce que je m'assure que le travail soit bien fait pour qu'on ait la bonne information, les bonnes recommandations. Mais évidemment, je m'assure qu'on travaille de façon rapide et efficace pour être capable d'informer le public et les organisations rapidement. Mais j'associe pas d'échéancier spécifiquement à la fin d'une enquête, non. Est-ce que vous avez d'autres textes unilingues dans le collimateur que vous aimeriez faire traduire en dehors du Code de prévention des incendies? Est-ce que vous en avez d'autres dans le viseur, si je puis dire?
Ben, je pense que celui-là, déjà, c'est un gros morceau. Pour les gens qui connaissent pas le code des incendies, c'est un code qui est excessivement volumineux et qui nécessite des mises à jour régulières, d'ailleurs, qui vient juste de terminer une mise à jour et c'est la raison pour laquelle maintenant il est disponible dans les 2 langues, dans sa version la plus moderne. Au fur et à mesure que les gens vont porter des choses à notre attention comme ça, ben, je pense qu'on va pouvoir se pencher sur la traduction. Une chose qui est importante de se rappeler, c'est que dans le cadre, comparativement aux lois en Ontario, les règlements n'ont pas l'obligation d'être rendus dans les 2 langues. C'est à la décision du ministère du procureur général. Donc, lorsqu'on est capable de faire traduire des règlements comme ceux-ci, ça témoigne d'une bonne volonté de pouvoir communiquer correctement aux francophones l'information dont ils ont besoin. En mon sens, ça dépasse la bonne volonté, c'est une obligation, mais évidemment, on doit s'assurer de travailler avec beaucoup de collaboration de la part de l'appareil pour avoir des règlements qui sont traduits. Merci. Est-ce qu'il y a des questions au téléphone? Je n'ai pas posé la question. Pas d'appel. Parfait. Merci beaucoup. Ça conclut la conférence de presse pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute et d'avoir participé en personne. Au revoir.